Alors aujourd'hui, on plonge dans une vision de l'histoire humaine qui, franchement, bouscule pas mal de choses. C'est celle de Pierre G. Martin. C'est une pensée, ouais, assez dense et même un peu dérangeante par moments. Mais c'est ça qui est intéressant, non? On va décortiquer ça ensemble, étape par étape. Ok, on attaque direct avec la base de tout. L'auteur pose une affirmation qui met un grand coup de pied dans la fourmilière de nos certitudes. On s'imagine souvent, n'est-ce pas, que l'être humain est avant tout rationnel, logique. Eh bien, pour Pierre G. Martin, pas du tout. Il nous dit « oubliez la raison ». Ce qui nous fait vraiment bouger, au fond, ce sont nos passions. C'est vraiment la clé de voûte de toute sa théorie. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est d'accord, les passions nous gouvernent. Mais alors si on enlève tout le vernis social, les lois, les règles, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, on tombe dans ce que l'auteur appelle l'état de nature. Et là, le tableau est, disons, pas très joyeux. C'est le chaos, une sorte de guerre permanente de tous contre tous. Imaginez un monde où le désir de chacun se cogne sans arrêt à celui du voisin. Le seul but, c'est de survivre. Bon, c'est un point de départ assez pessimiste, on va dire. Alors, logiquement, on se demande, mais comment on a fait pour s'en sortir? Si on est programmé pour le conflit, par quelle sorte de miracle est-ce qu'on a réussi à bâtir des sociétés, des villes, à vivre ensemble, même si c'est pas toujours parfait, loin de là? Et la réponse, d'après lui, c'est une idée de génie, le fameux contrat social. C'est quoi au fond? C'est un deal, un grand compromis collectif. L'idée, c'est que chacun accepte de mettre de côté une partie de sa liberté, surtout la liberté de tout régler par la violence, et en échange, on obtient la sécurité. On met en place des lois, des règles du jeu pour que, on puisse posséder des choses sans avoir peur de se les faire piquer à la seconde d'après. Alors, on pourrait se dire, super, problème réglé, plus de conflit. Mais c'est là que ça devient vraiment subtil. Le conflit, en fait, il n'a pas disparu. Non, il a juste changé de visage. On est passé de la violence physique, brutale, à une autre forme de guerre. Une guerre économique, une lutte pour être au sommet. Et évidemment, cette nouvelle compétition, cette nouvelle arène, elle a une conséquence directe et, selon l'auteur, totalement inévitable. C'est que dans cette course à la richesse, au statut, il y a des gagnants et il y a des perdants. C'est mécanique. Et le système ne fait qu'accentuer ça, en créant des inégalités de plus en plus flagrantes. Ça nous amène à la question suivante, qui est un peu le cœur du puzzle. Comment ça tient tout ça? Comment un système qui, au final, profite surtout à une petite partie de la population, arrive à se maintenir? Pourquoi est-ce que ça n'explose pas? L'auteur nous dit qu'il y a des mécanismes de contrôle, des mécanismes très très forts, mais qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. Et là, attention, on touche à un des points les plus provocateurs de sa pensée. C'est l'idée que ce qu'on appelle la morale ne serait pas là pour nous guider vers le bien. Non, ce serait un outil de contrôle. En gros, en nous apprenant ce qui est bien ou mal, la morale nous empêcherait de penser par nous-mêmes, de voir la réalité de notre condition et de remettre en cause le système. C'est comme si ça court-circuitait notre raison. En fait, pour Martin, le système de contrôle est construit en 3 couches, un peu comme des lignes de défense. La première, la plus subtile, c'est la morale. Si ça ne marche pas, on passe au niveau 2, la subjugation, c'est-à-dire toutes les pressions sociales et économiques. Et si vraiment quelqu'un arrive à passer à travers tout ça, il reste la dernière option, la force brute, la coercition. Évidemment, on ne peut pas juste utiliser la force comme ça, brutalement. Il faut l'habiller, il faut la justifier. Et c'est là qu'on sort les grands mots, les nobles causes, l'intérêt général, la sécurité nationale, l'ordre public. Tous ces beaux prétextes qui, si on suit le raisonnement de l'auteur, ne servent qu'à cacher le véritable objectif, s'assurer que le système ne bouge pas. Et tout ça, bien sûr, ça a un prix. Un coût psychologique, et il est énorme. L'auteur parle d'une aliénation perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à force, on finit par devenir un étranger pour soi-même. On est déconnecté de qui on est vraiment, de nos désirs profonds. On joue un rôle. Et cet état, qui se transmet de génération en génération, s'ancre de plus en plus profondément en nous. Ce graphique, il est assez parlant, je trouve. Il montre bien cet impact sur notre psyché. Regardez la part de la pensée rationnelle. Elle est toute petite. La quasi-totalité de l'espace est bouffée par l'inconscient, par cette fameuse aliénation, et au final par la névrose, l'anxiété. C'est le portrait robot d'une psyché humaine qui est complètement sous pression. Alors, imaginez cette pression, non pas chez une seule personne, mais à l'échelle de toute une société. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme une cocotte minute. Ça monte, et à un moment, ça devient intenable. Il faut que ça sorte. Cette tension collective a besoin d'une soupape. Et selon l'auteur, cette soupape, cet exutoire, c'est la violence à grande échelle. C'est la guerre. Ce qui dessine une vision de l'histoire qui n'est pas du tout une ligne droite vers le progrès.
C'est un cycle, une répétition. On a l'aliénation qui crée de la tension. La tension devient trop forte et, boum, l'inconscient collectif a besoin de se purger et ça donne des conflits sanglants. L'exemple typique qu'il donne, c'est la Première Guerre mondiale. Vue comme une gigantesque explosion psychologique après des décennies de pression accumulée en Europe. Et tout ce cheminement nous amène à la conclusion finale. Et là, accrochez-vous bien parce que c'est un paradoxe complet, un truc qui retourne le cerveau. L'idée reçue, c'est que la guerre, c'est notre côté animal qui ressort. Eh bien, l'auteur dit non, c'est tout le contraire. Ce qui provoque les guerres, ce n'est pas notre part d'animalité, c'est notre civilité. Et on va se quitter là-dessus, sur cette question qui donne un peu le vertige. Et si tout ce qu'on a construit pour être civilisé, nos lois, notre morale, n'était pas la solution contre la violence, mais en fait la source même de nos guerres les plus terribles? C'est une idée qui, c'est sûr, laisse matière à réfléchir.